Bienvenue dans cette quatrième vidéo de réponse aux questions liées à la formation du conflit à la conversation. Ici, je réponds aux questions qui ont été posées entre le 19 juin à 18 h et le 26 juin à 8 h du matin. Première question de John, comment réagir face à quelqu'un qui est toujours condescendant, qui prend de haut pour montrer sa supériorité? J'ai envie de dire, puisque dans ta situation, la relation maintenant, elle est purement parentale, ça veut dire qu'il n'y a plus d'enjeu affectif, il n'y a plus d'enjeu de conquête, de faire durer une relation, etc. Le mieux, c'est de l'ignorer. Donc, pour l'instant, tu n'y arrives pas parce que ça t'affecte, ça te fait quelque chose. Donc, la première étape pour arriver à ignorer ça, c'est déjà d'accepter que la personne, elle est comme ça et qu'elle va probablement pas changer. C'est déjà, faut l'intégrer, faut l'accepter, ça va pas bouger. Donc c'est à toi de bouger puisque elle bougera pas. Ce que tu peux faire pour bouger, c'est utiliser la technique de la cocotte pour évacuer tes excédents d'émotions. Tu peux le faire par exemple en préventif quand tu sais que tu vas avoir une réunion, une conversation avec cette personne. Déjà, tu vas arriver avec un état émotionnel beaucoup plus apaisé, beaucoup plus calme. Tu vas arriver avec une cocotte vide. Du coup, tu vas être beaucoup plus tolérant pour pouvoir encaisser son comportement. Le deuxième truc que tu peux faire aussi, c'est dans la tête, c'est te dire que sa réaction ne parle pas de toi. Elle parle d'elle-même, de son propre état émotionnel qu'elle n'arrive pas à gérer. Et donc, elle se sent peut-être inférieure et donc, elle en rajoute pour montrer que, en fait, elle ne l'est pas. Donc, c'est un mécanisme de défense peut-être de sa part qui consiste à jouer le rôle de la personne supérieure pour masquer un ego peut-être un peu fragile. Autre question de John, comment faire quand la personne en face, elle est tout le temps dans la manipulation? Est-ce que la communication est impossible? Non, la communication reste possible, mais ce qui est impossible, c'est qu'elle soit saine, bienveillante et constructive. Ça, c'est impossible, il faut faire une croix dessus. Donc, pour te caler correctement face à quelqu'un qui veut te manipuler, le premier truc à faire, c'est de dissimuler tes émotions. Alors oui, c'est un peu hypocrite, mais c'est une technique pour se protéger. C'est-à-dire que si tu sais que la personne va te taper dessus, ne va pas te mettre dans la direction du bâton. La manipulation, elle se fait toujours en utilisant les émotions, même si ça passe parfois par des arguments logiques, etc. Les arguments logiques vont déclencher des émotions et ce sont bien les émotions qui vont nous faire agir. Donc, en ne lui montrant plus tes émotions, tu vas lui donner beaucoup moins de prise pour te manipuler, tu vas devenir beaucoup plus dur à manipuler. Une fois que tu as réussi à dissimuler, ou plus tu y arrives, mieux c'est, tes émotions, le truc, c'est d'utiliser les techniques de la formation, notamment pour reformuler ce qu'elle te dit. Quand elle te dit quelque chose qui est une tendance à te manipuler, reformule-lui ce qu'elle t'a dit, répète-lui ce qu'elle vient de te dire. Comme ça, tu la confrontes à ce qu'elle te dit et tu l'obliges à faire un double effort pour essayer d'aller un peu plus loin. Ensuite, le dernier truc à faire, c'est toi dans ta façon de t'exprimer, c'est d'éviter à tout prix, enfin le plus possible en tout cas, les exagérations, les jugements et tous les pièges de la com qu'on a vus dans la première partie de la formation. Pourquoi? Parce que dès que tu vas exagérer, dès que tu vas faire un faux pas dans ta communication, la personne va l'attraper et l'utiliser contre toi. Donc c'est à toi d'être le plus nickel possible dans ta com et en même temps le plus neutre possible dans tes émotions. Et donc pour y arriver, utilise la technique de la cocotte, la technique de la reformulation et la technique de savoir dire les choses correctement qu'on voit dans la formation, mais sans parler de tes émotions pour pas lui donner de prise. Question de Yann, comment faire parce qu'on va pas pouvoir éliminer tous les pièges de la communication et donc on est loin de maîtriser la bienveillance complète dans le langage et tu as bien raison, moi aussi je suis loin de la maîtriser à 100% et en fait c'est pas ça l'objectif. Il y a deux questions à ta question. La première, c'est comment faire justement quand on maîtrise pas tout ça. Et la deuxième, c'est comment font les couples qui sont pas du tout au point sur leur langage et qui pourtant avancent. Donc je réponds déjà à la première question. Donc le but, c'est pas d'éliminer tous les pièges à 100%, c'est juste de savoir les éliminer dans les moments où c'est vraiment important. Les moments où c'est important, c'est quoi? C'est quand il y a un sujet qui est tendu. C'est-à-dire quand il y a risque de conflit ou de fermeture du dialogue. C'est dans ces moments-là uniquement que c'est capital d'éliminer le plus possible de pièges. Après, on n'est pas parfait, on reste des humains et ces pièges font partie de nos habitudes de langage. Donc, ça peut arriver qu'il y en ait un qui glisse et c'est comme ça. Mais plus on va pouvoir les éliminer, plus on va être efficace. Pourquoi? Parce que l'objectif que tu me présentes comme exemple, c'est de pouvoir pardonner à quelqu'un, écouter la personne, la comprendre pour avancer et faire durer la relation. Donc, ça passe par des conversations. Donc au moment où tu abordes un sujet qui est tendu ou qui a été tendu entre vous, c'est à ce moment-là qu'il faut que tu soignes bien ton langage et c'est pour ça que dans les exercices que
tu verras plus loin dans la formation, dans la partie 2. Je te propose vraiment des méthodes pour soigner ton langage à l'écrit, pour t'entraîner. Alors ok, il y a peut-être un côté un peu scolaire, c'est vrai que moi j'aimais pas du tout faire des exercices à l'écrit, n'empêche que c'est ça qui m'a aidé à avancer dans ma com, parce que quand tu passes par l'écrit, t'obliges ton cerveau à réfléchir vraiment aux mots que tu choisis, et tu te donnes la possibilité de rayer ce que tu as mis et de recommencer. Alors qu'à l'oral, une fois que c'est dit, c'est dit. Et tu peux plus revenir dessus. Et si tu as dit un truc qui blesse l'autre, tu auras beau dire oui mais c'est pas ce que je voulais dire, tu l'as quand même blessé. C'est comme quelqu'un qui te met un coup de coude par accident, il a beau te dire ah ouais je suis désolé, bah ouais mais t'as peut-être quand même un cocard quoi. C'est un peu pareil. Donc il s'agit pas de tout éliminer tout le temps, mais d'être particulièrement vigilant dans les moments où on parle d'un sujet tendu. Ça va être d'autant plus efficace si tu veux que la personne se sente entendue et comprise. Donc si tu veux que la personne se sente entendue et comprise, tu l'écoutes, tu fais les techniques de la partie 2 de la formation pour bien reformuler ce qu'elle te dit. Mais si dans ta reformulation, tu mets des pièges du langage comme des exagérations ou des jugements, ben, la personne ne va pas se sentir vraiment écoutée et comprise. Donc toi, tu ne vas pas être vraiment efficace. Donc tu vas perdre du temps, tu vas patauger et tu vas peut-être pouvoir résoudre le problème, mais ça va te prendre plus de temps, plus d'efforts, plus d'énergie. Et avec beaucoup plus de risques que ça redérape et que ça crée un nouveau problème. Ensuite, pour la dernière partie de ta question, quand tu dis comment ils font les couples qui arrivent à avancer même sans avoir un langage parfait. Ici, je veux mettre de la nuance parce que tu donnes un cas général, donc je vais répondre en généralité. Il y a quand même beaucoup de couples qui restent ensemble pendant des années, mais qui n'ont plus de connexion émotionnelle, qu'on peut voir plus du tout de connexion physique et qui sont loin d'être sympas dans leur langage. Donc oui, ils sont ensemble, mais ça sert à quoi d'être ensemble si c'est pour être malheureux? L'objectif, en tout cas moi, ma posture dans mon travail, c'est pas de faire durer les relations coûte que coûte. Il est hors de question de sacrifier sa santé, de sacrifier son bonheur, de sacrifier son équilibre, de sacrifier son évolution personnelle juste pour faire durer une relation. Ça n'a pas de sens. Ce qui a du sens pour moi, c'est de faire durer une relation dans laquelle les deux personnes peuvent sentir qu'on s'épanouit et qu'on évolue ensemble. Et donc tu vas gagner du temps en éliminant progressivement les pièges du langage. Ne te mets pas une injonction de performance absolue. On n'est pas là pour battre des records, tu vois. Mais juste si de temps en temps, tu arrives à repérer « Ah, tiens, là j'ai mis un jugement, ok, je retourne ma phrase. Tiens, là j'ai mis une exagération, ok, je vais être plus précis. » Et petit à petit, exerce ton cerveau et tu vas voir que tu vas y arriver. C'est exactement comme s'exercer à faire du footing ou de la natation ou apprendre un nouveau logiciel au boulot. C'est exactement pareil, c'est juste un apprentissage. Avant-dernière question de John, tu as l'impression d'avoir mal géré un conflit avec une coach. D'après ce que tu décris, je ne vais pas relire tout ce que tu as écrit, c'est un peu long, mais d'après ce que tu décris, moi je fais la même lecture que toi de l'événement. Voilà, tu t'attendais à un peu d'empathie de sa part pour ton inquiétude et tu t'attendais à une solution pour résoudre le problème et accéder à sa plateforme. Au lieu de ça, elle t'a jugé, elle t'a dit que c'était pas très productif ton attitude. D'accord, je vois pas bien en quoi son attitude est plus productive. J'espère que d'ici là, tu as réussi à résoudre le problème, qu'elle t'a fourni une solution. Et en tout cas, toi dans ta com, j'ai l'impression que tu as été nickel, c'est-à-dire si tu as bien fait ce que tu décris, moi je vois aucun problème de ton côté en tout cas. Et plus tu vas être nickel dans ta com, plus tu vas faciliter les choses pour l'autre, même quand l'autre est un peu dans son cerveau animal et n'arrive pas à communiquer de manière très efficace. Dernière question de Sophie, comment surmonter l'épreuve quand tu es en face d'une personne, c'est comme ça que je comprends ta question, la personne avec qui tu es s'est suradaptée pendant trop longtemps avec toi et maintenant elle a changé son fusil d'épaule, elle arrête de se suradapter et toi tu la reconnais plus et du coup tu te sens trahi, tu as l'impression de pas savoir finalement qui est cette personne. Alors oui, c'est super dur et en même temps, je voudrais te proposer une lecture quand même de cette situation, c'est que cette personne-là, si elle s'est suradaptée, c'est en aucun cas pour te trahir. C'est pas pour te faire du mal. Elle s'est suradaptée parce que elle avait l'impression, c'était sa réalité à ce moment-là, que c'était la meilleure solution pour faire durer la relation avec toi. Donc son intention, c'est bien d'être avec toi, de te faire plaisir, de faire durer cette relation. C'est juste qu'elle n'avait pas encore atteint un endroit dans son évolution où elle était capable de se dire qu'en fait la relation pouvait durer même si elle ne se sacrifiait pas. C'est-à-dire qu'elle est maintenant arrivée à un stade où elle se dit qu'en fait elle peut te faire confiance,
que tu es suffisamment, toi, capable de gérer tes propres problèmes sans qu'elle se suradapte et qu'elle fait confiance en fait dans ta capacité à rester avec elle, même si elle se sacrifie pas. Donc, vu comme ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais ça n'empêche pas que pour toi, c'est super dur. Donc, pour toi, la méthode, en fait, c'est d'aller un peu plus loin dans cette formation. Donc, tu vas y arriver, hein, continue à suivre les étapes dans l'ordre, mais tu vas arriver à l'endroit où il y a l'outil vider la cocotte minute. Et là, tu vas pouvoir défouler un peu tes émotions excédentaires. Quand la personne, je sais pas, a une réaction qui te fait du mal, au lieu de partir dans un conflit avec la personne et au lieu d'avaler ta pilule sans rien dire, prends-toi un petit moment et fais l'exercice pour vider ta cocotte minute. Tu vois, ça va te faire beaucoup de bien. Ça changera pas la réaction de l'autre, mais ça changera ta façon de le vivre et c'est quand même ça l'essentiel. Un autre truc que tu peux faire aussi, c'est d'aller voir justement les besoins. Ça, c'est dans la partie 2 de la formation. Les besoins authentiques, enfin dans la partie 1 et 2, voilà, les besoins. Et il y a des exercices, notamment un, vous pouvez peut-être le faire ensemble. Ça serait vraiment intéressant parce que cette personne, si elle a changé sa façon de se comporter, ça veut dire qu'elle a changé de palier dans son évolution. Tu vois, elle a compris des choses et du coup, elle s'y prend plus pareil. Et ça veut dire que ses besoins ont peut-être évolué aussi. C'est-à-dire qu'elle est probablement devenue consciente de certains besoins qu'elle ignorait avant. Donc ça va être intéressant pour elle, si tu peux lui partager l'exercice, pour qu'elle clarifie ses besoins, que toi aussi tu puisses clarifier tes besoins et que vous puissiez en parler ensemble pour trouver des terrains d'entente, voir où vos besoins sont compatibles, où est-ce qu'ils ne le sont pas, et auquel cas il faudra satisfaire vos besoins en dehors de la relation ou négocier des compromis, voilà, communiquer quoi. Grâce justement aux outils de la deuxième partie de la formation, comment bien communiquer. J'espère que ça répond à ta question et si ça va pas assez loin, tu peux toujours me remettre une autre question en commentaire.